La route qui mène en Europe via la Libye continue de tuer les migrants ouest-africains qui tentent de passer par le Ténéré afin de rejoindre les côtes libyennes. Selon les responsables de la Croix-Rouge habilement, 6 rescapés ont été sauvés après avoir marché plusieurs kilomètres pour rejoindre le puits d'Achougour à plus de 130 km de Bilma. Ils sont les survivants de la cinquantaine de personnes qui sont à bord du véhicule tombé en panne en plein désert. 44 personnes selon les rescapés qui ont perdu la vie, mortes de soif. Le décompte macabre fait ressortir qu'il y a des bébés, des enfants mineurs, mais aussi des femmes. Cette découverte macabre relance encore le débat sur la migration clandestine. Le Niger, pays de transit, a vu passer sur son territoire en 2016 environ 100 000 migrants en direction de la Libye et de l'Algérie, malgré l'adoption d'une loi qui condamne les passeurs et autres tenanciers des ghettos. L'application de la loi a, selon les responsables de l'Organisation internationale des migrations, OIM, donné des perspectives meilleures jusqu'au début de l'année 2017. On a remarqué une baisse drastique des personnes quittant le Niger pour la Libye ou l'Algérie. Environ 6 000 personnes sont sorties du Niger dès le mois de janvier et environ 8 000 personnes sont rentrées de la Libye. Ceci est dû aux actions des autorités nigériennes, disait le représentant de l'OIM au Niger, JCP Lopreté, en février dernier. Ce énième drame du désert relance encore le débat sur les moyens que doivent disposer les autorités et les organisations internationales en vue de faire face à la migration clandestine. On prend les mêmes et on recommence dans l'organisation du Hajj 2017 au Niger, sachant très bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cette année encore, l'on doit s'attendre aux mêmes problèmes qui ont émaillé le processus d'acheminement des pèlerins nigériens en Terre Sainte. Comme l'année passée, cette année encore, c'est à Niger Airways que le COHO a attribué la place de 7000 pèlerins à transporter, laissant l'inquiétude et le doute planer à nouveau juste dans les rangs des professionnels de la chose. Nous avons cette inquiétude-là. Nous avons cette inquiétude-là. Nous avons vu ce qui s'est passé l'année dernière. Et puis, comme je vous l'ai dit, les Saoudiens, ils ont compris que maintenant, c'est une entrée de devise pour eux. Et ils feront tout pour bloquer les compagnies nationales là, pour qu'ils puissent nous prendre la totalité de nos pèlerins. Ce qui ne nous arrange pas. Doute et inquiétude bien justifiés, surtout quand on sait que l'année passée, l'on a failli abandonner sur le tarmac de l'aéroport de Niamey des milliers de pèlerins lorsqu'on avait attribué les 6000 pèlerins à transporter à Niger Airways. N'eût été l'intervention salutaire d'une compagnie aérienne locale, une bonne partie de ces pèlerins auraient raté leur Hajj. On a affrété les avions de Max Air. C'est ça que Niger Airways va affréter. Donc, ils ont ce droit-là d'affréter n'importe quel avion. Ils ont ce droit d'affréter n'importe quel avion pour pouvoir faire le transport. Mais avec tout ça, comme ils ont des problèmes, l'Arabie Saoudite est allergique à Max Air, on ne sait pas ce que ça va donner. L'on se demande à juste titre à quoi joue le COHO. Pourquoi tient-il contre vents et marées à faire la part belle à Niger Airways, qui lui-même s'appuie sur Max Air, une compagnie étrangère qui du reste a maille à partir avec les autorités saoudiennes, qui a intérêt à ce que Max Air intervienne toujours dans le transport des pèlerins au Niger. Enfin, quel tort les compagnies aériennes locales ont-elles commis pour être écartées systématiquement, elles qui sont nigériennes, qui paient taxes, impôts et salariés nigériens? Quelqu'un dirait certainement qu'il y a anguille sous roche. Malheureusement, nous ne pouvons pas compter sur COHO et ses responsables, même pour savoir sur quelle base les choix qui ont été opérés l'ont été. Si tant est qu'il n'y a pas de secret à garder, pourquoi ne nous répondent-ils pas? Mieux, l'on devrait à ce jour connaître le prix du Hajj, surtout lorsqu'on sait que de nouvelles charges ont été créées par les autorités saoudiennes. L'État d'Arabie Saoudite même, qui nous fait certaines exigences et qui nous font des augmentations dont ils disent que ce n'est même pas à discuter. Parce que en réalité, il faut comprendre qu'ils sont en perte d'économie. Non seulement ils se sont engagés dans une guerre, et en plus de cela,
Maintenant, ils ont compris que le Hajj est une source d'entrée de devises pour eux. Donc c'est pour cela que ils nous font des augmentations à tort et à travers. Une chose est sûre, il est temps de changer le fusil d'épaule en faisant pleinement jouer son rôle à l'État au lieu de faire la part belle au réseau d'influence de tout Akabi qui infeste le milieu de l'organisation du Hajj au Niger. Pour la première étape de distribution des kits alimentaires, Move Niger a commencé par le quartier Aéroport, un quartier populaire situé à la périphérie de la capitale. Cette action consiste à Move Niger de marquer sa solidarité avec les populations de Niamey en mettant l'accent sur les plus démunis. Le chef de canton de Saga, par intérim, qui a autorité sur le quartier Aéroport, a salué les gestes symboliques de Move Niger. Commerce te labora ngai gogo fongu la bizaiga ngai ge ba la bizai iba funa mu koy de gina wodin seno hando giro karar go 2017 ifongu la bizaiga ine mo ngai noyengo sande me haw hando sarga ngai sa sintin kala quartier aéroport wodin maga quartier aéroport boray maga irga sabu Move Niger boray se. En donnant le top départ de cette action, le directeur général de Move Niger a situé le contexte dans lequel s'inscrit cette dernière. À travers ce geste fort simple qui consiste en la distribution de repas pour 500 personnes, nous avons bien voulu aider les populations de l'aéroport, en particulier les personnes les plus démunies dans l'accompagnement de cet acte de foi qu'est le jeûne. Le paquet est composé de plats, dattes, eau, bouillie et jus qui permettront sans aucun doute à nos frères et sœurs de bien rompre leur jeûne de ce jour. Pour Move Niger, la démarche est naturelle et légitime car il s'inscrit fortement dans les valeurs de l'islam d'une part et dans son rôle de contribuer au développement social du Niger d'autre part. Pour cette première opération, 500 personnes sont concernées par cette distribution de vivres. La compagnie de téléphonie Move Niger entend pérenniser cette action en choisissant chaque semaine un quartier défavorisé. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. En seulement 9 mois d'existence, l'organisation non gouvernementale Jama'a Gagasinaï de Mme Omar Seyni Aïssata continue ses œuvres de bienfaisance en ce mois béni du Ramadan à la distribution de dons aux populations vulnérables. Après ces preuves dans le microcrédit où plusieurs jeunes femmes et hommes ont bénéficié d'un prêt financier à taux zéro pour s'atteler à des activités commerciales génératrices de revenus. Ce matin, l'ONG Jama'a Gagasinaï, qui signifie venir en aide aux populations nigériennes en général et aux groupes cibles vulnérables en particulier, Mme Seyni Omar et tout le personnel de l'ONG Gagasinaï se sont rendus dans la commune urbaine de Tilaberi où l'attendaient les populations vulnérables qui sont dans la nécessité. Ce sont 200 familles qui ont reçu chacune un kit comprenant 5 tasses de mil, un sac de 25 kg de riz, 5 paquets de sucre et 5 litres d'huile. Et ce matin, l'engagement à venir en aide aux populations devient beaucoup plus concret grâce à la distribution de tout ce que vous voyez là devant nous. Nous ne pouvons dire que Dieu merci. Réaliser une activité humanitaire dans le mois béni de Ramadan, voilà une action noble et pertinente car elle soulagera les bénéficiaires identifiés comme étant dans les besoins dans le contexte actuel. Si nous sommes présents ce matin ici pour apporter du baume au cœur à des familles nigériennes, c'est grâce à la compréhension, la générosité, la solidarité et la disponibilité de la Fondation islamique internationale de bienfaisance qui, conformément à son habitude,
a bien voulu financer cette activité suite à la requête de l'ONG Jama Gagsenei. Le représentant de la présidente de l'ONG Gagsenei a tenu à remercier le DG de la Fondation islamique internationale de bienfaisance. Il a aussi réitéré sa disponibilité à œuvrer avec elle. Il a aussi informé tous les autres partenaires de leurs différents domaines d'intervention. Au-delà de l'acte, nous soulignerons la manière et la promptitude dont a fait preuve le directeur général, qui en bon musulman a compris qu'il faut soutenir l'action et surtout agir et agir vite. Monsieur Mustafa Youssouf Fadel Ahmed, nous vous disons merci au nom de la présidente Haja Aïssa Seni, de l'ONG Jama Gagsenei. Nous vous disons également merci au nom des populations bénéficiaires que vous voyez aujourd'hui présentes ici, composées dans l'écrasante majorité des mères de famille qui ont des enfants. Tout en exprimant notre gratitude à la Fondation islamique internationale des bienfaisances, nous vous réitérons notre disponibilité à travailler ensemble pour répondre à l'attente des populations. À récapitulatif, ce sont donc 200 sacs de riz de 25 kg, l'équivalent de 5 tonnes de riz, 25 sacs de 100 kg de mil, l'équivalent de 2,5 tonnes, 40 cartons de sucre, 50 cartons d'huile, le tout d'une valeur de 5 millions de francs CFA qui ont été distribués à 200 familles résidant à Tillabéri commune. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Je viens de recevoir un sac du riz, du sucre, 5 kilos de sucre, d'huile, c'est du mil. Je vais gêner avec ça et je vais donner à mes camarades qui n'ont pas eu. À noter que l'ONG Jama Gagsenei, qui signifie venir en aide aux populations, a aujourd'hui 9 mois d'existence. Elle est créée dans le but d'assister et d'améliorer les conditions de vie de la population nigérienne en général, les groupes vulnérables en particulier. Ces domaines d'intervention sont la santé, l'environnement, le microcrédit, l'éducation, la gestion des crises et l'insécurité alimentaire. Ramadan, un mois de piété, mais surtout de dévotion. Durant ce mois, ils sont nombreux, les fidèles, hommes comme femmes, à observer les prières des Trawi. Une prière surrogatoire qui est faite après la prière obligatoire de Isha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait en 11 rakas. En 11 rakas. Il faisait 2 rakas, après chaque 2 rakas, il faisait le salam. C'est ce que nous a fait connaître notre mère, Aïchata radiallahu anha, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faisait 8 rakas, après il complète avec Shafri et Outré. Cet acte d'adoration d'Allah, malgré qu'il soit surrogatoire, c'est-à-dire optionnel, est très recommandé. Je les invite vraiment à ne pas passer tout le temps à dormir. Parce qu'on a fait 9 mois, ou bien peut-être même 11 mois sur 12 en train de dormir. Donc pourquoi ce mois-là ne pas passer toute la nuit, même après le travail qu'on fait ici, de passer chez soi même à faire des nafila, à faire des prières individuelles. Donc c'est des prières qui rapprochent le musulman à son Dieu, Inch'Allah. Aux côtés de ceux qui observent le travail, l'on trouve aussi d'autres fidèles qui s'adonnent à la lecture du Saint-Coran. Preuve que le mois béni de Ramadan constitue un instant de dévotion envers Allah dont le musulman doit en profiter au maximum.
Aboubakar Ganda Seydou n'est pas passé par mille chemins pour étaler à l'opinion publique nationale et internationale sa part de vérité suite à la décision prise par les autres membres du bureau de la FENILUT de le suspendre de son poste de président. Aboubakar Ganda Seydou estime aussi que M. Kassouma Mokhtar a manqué à ses obligations. Avant d'aller à Dakar, le directeur du sport m'avait appelé pour me dire: Monsieur le Président, le ministre vous a demandé de préfinancer la mise au vert de l'équipe nationale. Ce que j'ai accepté de faire, on a convoqué les lutteurs, on a pris une bonne dame qui a préparé à manger jusqu'à la fin de l'estage des lutteurs. Jusqu'au départ, la veille du départ, le ministère nous disait qu'ils n'ont rien eu. Il n'y a pas un copec. C'est l'entraîneur qui a eu l'idée de louer un taxi à 5 h du matin pour prendre les lutteurs et les amener à l'aéroport. Le lendemain, 8 h, je me suis présenté au ministère. Rien. Ils me disent rien, le DRFM a disparu, le ministre a disparu. On était là-bas jusqu'à 14 h alors que la convocation était pour 14 h. Et c'est de là qu'on nous a amené l'argent des lutteurs pour dire que voilà 250 000, 250 000. Le séjour de la délégation des lutteurs nigériens à Dakar pour le TOLAC ne saurait se passer dans des meilleures conditions sans l'implication personnelle du président de la FENILUT. Abouba Ganda s'explique. Arrivé au Sénégal, les lutteurs m'ont fait savoir que même dans les 250 000, 250 000 là, ils ont enlevé 50 000, 50 000, donc c'est 200 000, 200 000. Là-bas, les lutteurs étaient logés dans un restaurant où le manger ne les convenait pas. C'est moi qui ai financé. J'ai pris un Nigérien, je lui ai donné de l'argent pour aller dans sa famille préparer à manger aux lutteurs. La veille de l'ouverture, il n'y a pas de survêtement pour le défilé de l'équipe nationale, s'il vous plaît. J'ai couru pour aller au marché pour payer les survêtements pour revenir. La bonne dame qui a quitté et que nous avions laissé pensant qu'ils allaient la payer 500 000, ils n'ont pas payé la bonne dame. Aujourd'hui, la bonne dame ne sait pas quel sens vous voyez. Généralement, au ministère de la Jeunesse Sport, on n'amène pas des gens qui aiment le sport. Ils amènent des gens qui viennent pour s'enrichir et partir. C'est ce qui fait mon problème avec le ministère. Et chaque fois qu'un ministre vient, s'il nous tient ses 12 paroles, je lui dis: Monsieur le ministre, nous avions tout le temps entendu ça, mais ça ne se concrétise jamais. Nous allons vous aider, mais ne touchez pas aux intérêts des fédérations. Ils promettent, quelque temps après, ils sont tombés dans la cagnotte des mafieux. Parce que il faut se dire que le ministère, il y a des mafieux, il y a des agents consciencieux, mais il y a des gens qui ne jurent que par leurs proches. Le président de la FENILUT suspendu estime aussi qu'il est de son devoir de défendre partout où besoin se fera sentir la Fédération nigérienne de lutte et que le ministre en charge de la jeunesse et des sports est loin de répondre aux vraies aspirations de la jeunesse nigérienne en matière de sport. Pourquoi, monsieur le vice-président, vous n'aviez pas dit que le président ne vous a pas réunis pour vous rendre compte? Parce que le président a été interpellé à la justice par ces deux derniers-là. Quand j'étais parti répondre, est-ce que vous m'aviez demandé de convoquer une réunion? Lorsque les créanciers me convoquaient à la justice ou dans les machins commissariat et gendarmerie, est-ce que vous avez daigné, quand je partais, est-ce que vous m'avez accompagné une seule fois? Est-ce que vous m'aviez condamné de dire pourquoi je suis parti? Jamais, monsieur le président. Le règlement est clair. Seul le président a le droit de défendre les intérêts de la fédération et agir au nom de la fédération partout où besoin se fera. Donc là, vous aviez tort de dire ça. Vous vous êtes mis en faux.
Monsieur le Président, vous aviez dit que vous m'aviez convoqué à une réunion, Monsieur le Vice-président. Vous avez dit que vous m'aviez convoqué à une réunion. Est-ce que moi, je vais assister à une réunion que je n'ai pas convoquée, moi qui est le président de la Fédération? Monsieur le Vice-président, ce n'est pas vous-même qui me dites les déboires du ministre, malgré que c'est ton cousin. Il y a beaucoup de témoins. Vous-même, vous avez mis plusieurs témoins pour me mettre en garde contre ce ministre. Pour l'instant, Abouba Ganda Seydou affirme qu'à la date d'aujourd'hui, aucune notification ne lui a été faite concernant sa suspension, et cela 48 heures après la réunion extraordinaire des autres membres de son bureau.